Enfin, je commence. Arnaud Lupinski, je ne savais pas que vous étiez mathématicien. Ah bah alors, non, autre chose. Moi, je ne savais pas qu'il écrivait sur l'Europe, mais je savais qu'il était mathématicien. Et je me suis aperçu tout de suite quand j'ai lu le dos, parce que j'ai lu le livre très récemment, alors quand même j'ai lu le dos, et quand j'ai lu soit l'équation présentée comme une évidence Europe égale paix plus prospérité, et vous dites que c'est une équation qui n'a pas été démontrée, et vous-même vous mettez en doute le fait qu'elle puisse l'être, et vous ajoutez un esprit libre, c'est même pas un esprit libre, c'est presque un esprit mathématique, a le droit de dire, pourquoi de donner la proposition inverse, Europe égale crise économique plus guerre. Alors c'est un petit peu inquiétant, comment en êtes-vous arrivé là? D'abord, vous savez que la 4e page de couverture c'est l'apanage de l'éditeur. Mais je ne crois pas qu'il ait trahi le fond de ma pensée. Ce qui est caractéristique dans l'Europe, si vous voulez, c'est une logique d'inversion. Et c'est un des éléments de ces deux équations, c'est qu'on passe de la première à la seconde par une inversion. Et ça, c'est un point clé de l'Europe de Maastricht et qui se découvre tous les jours dans les débats. C'est-à-dire, ce qui est stupéfiant, c'est d'entendre par exemple Michel Noir dire que l'esprit de Maastricht est gaulliste, et d'entendre évidemment par exemple Philippe Séguin dire l'inverse. Donc on est dans ce que j'appelle une guerre de représentation, qui est la guerre du pouvoir par excellence, qui consiste non pas à dire un peu plus ou un peu moins, mais exactement l'inverse. Et ça, je crois qu'on est au point clé de la compréhension non seulement de ce traité, mais de la logique historique dans laquelle il s'inscrit et de la suite de l'opération. Bon. Parce que... je vous interromps juste une seconde pour vous demander de vous rapprocher du micro. Le plus près possible. Voilà. Très bien. Le point de départ de ce livre, finalement, c'est le livre précédent qui était La tête coupée. Et ce livre, c'est une illustration. Parce qu'en fait, la guerre, c'est un mot qui a plusieurs sens, enfin qui peut être du moins utilisé dans plusieurs champs sémantiques. Et le premier point de guerre, le premier point de friction que l'on rencontre, c'est la guerre du langage, la guerre des mots. Bon. Quand on est dans une situation comme la nôtre, dans laquelle il n'est pas possible de savoir finalement si c'est le paradis ou l'enfer, c'est qu'il y a forcément un trucage du langage qui fait que le choix ne porte pas sur la décision mais la compréhension du choix lui-même. Bon. Et ça, c'est ce que j'appelle une guerre de représentation, qu'on peut appeler aussi une guerre de désinformation, mais la représentation est plus totale. Alors, ce qui est caractéristique dans le phénomène de Maastricht, c'est que la victime ou la future victime ne peut en général pas imaginer à quel point son bourreau est capable du pire. Je discutais cet après-midi avec une journaliste, pourtant une journaliste politique, dont c'est le travail quotidien, et elle me disait, vous croyez vraiment que non seulement ils disent l'inverse de la réalité, mais qu'ils savent que c'est l'inverse de la réalité? Et elle avait l'air étonnée de penser que c'était incontournable, comme on dit. Bon. Et je prends un exemple très concret. Vous prenez par exemple l'affirmation de Mitterrand en 1981, qui avait dit que finalement il apporterait 1 million de chômeurs en moins. Bon. On peut penser qu'à cette époque il était sincère. On peut le penser. Mais lorsque, en reprenant les déclarations de Delors, il affirme que l'Europe c'est de 3 à 5 millions de chômeurs en moins, on sait cette fois-là qu'il ment. Pourquoi? D'abord parce que toutes les études montrent, et pour des raisons très simples qui peuvent s'expliquer en 2 minutes, que l'Europe c'est nécessairement plus de chômage. Pourquoi? Eh bien parce que on sait maintenant que dans les années passées, ce qu'on appelle le développement économique était créateur d'emplois. Il fallait créer les emplois de ceux qui allaient détruire les emplois des autres, évidemment. Donc dans un premier temps, autour notamment de l'informatisation, il faut des serveurs à tous les niveaux. Mais maintenant, les machines, j'allais dire, se réparent elles-mêmes jusqu'à un certain point. Et donc le développement économique est créateur de chômage. Qu'est-ce que c'est que finalement la compétitivité européenne? Eh bien, la compétitivité européenne, ça consiste, lorsque vous avez 12 sociétés, j'allais dire, à prendre la plus forte et à absorber les autres. Bon, quand vous absorbez les autres pour être plus productif, eh bien, il faut que moins de personnes produisent plus de machines. Bon, donc il y aura plus de machines au bout du compte et moins de personnes. Et ça, le mensonge tout à fait caractéristique, c'est de prétendre que donc il y aura plus d'emplois. Alors ça nous amène à une guerre économique, si
si vous voulez. Parce que la guerre se traduit par la volonté peut-être de détruire, mais aussi par les effets. Et les effets du chômage, c'est ce que disaient les socialistes en 81, et les socialistes disaient que le chômage était insupportable. Maintenant qu'il a progressé dans des proportions vertigineuses, on dit qu'il n'est plus supportable. Donc il y a une guerre qui est économique. Bon, ça c'est un premier point. Mais alors il faut peut-être rappeler aussi que pas mal de gens, que les gens qui ont négocié les accords de Maastricht sont les gens qui ont ouvert le marché européen aux voitures, aux véhicules japonais. Il y en a beaucoup qui en font partie. Et alors c'est pour ça que si vous voulez, ce qui est caractéristique, et là tout à l'heure on pourra parler de la situation dans laquelle nous trouvons dans la bataille de Maastricht, parce que finalement une guerre sémantique, c'est-à-dire une guerre de langage, elle fonctionne comme un feu de forêt. Dans le Midi, les feux prennent toujours au même endroit, suivent les mêmes talwegs, débouchent sur les mêmes sommets, on peut les arrêter à certains points. Et cette bataille de Maastricht correspond à suivi deux phases, et on peut dire que la publication du vrai ou faux, mais ça n'a pas de sens, sondage qui a été annoncé aux informations de 20 heures d'hier sur les 51% réputés de non, clôt une phase, la première phase. Bon. La première phase, c'est, on peut dire, la phase des faits. C'est-à-dire, ce que je vous disais précédemment, c'est que la guerre économique détruit des emplois, bon, et ça c'est très bien perçu dans les milieux ouvriers. Et ça, c'est un élément extrêmement important. C'est-à-dire que d'une certaine manière, l'intelligence actuellement se trouve en bas par les faits. Et Napoléon disait qu'il y a certaines illusions qui ne peuvent être vaincues que par les faits. C'est-à-dire que les ouvriers, en particulier danois, eux étaient bien placés pour savoir que l'Europe, ce n'est pas la paix économique, puisque ceux qui ont voté non en peu de partie, c'était les chômeurs. Ce sont dans les quartiers ouvriers qu'il y a eu 70% de votes négatifs. Bon. Et c'est ce qu'on constate, la presse a annoncé aujourd'hui que, selon ses propres appréciations, 54% des ouvriers votent non. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes mis au chômage, vous savez très bien que ce n'est pas la création d'un emploi. Ça c'est très très simple, il suffit de savoir compter. Bon. Et dans les entreprises, vous avez cette situation, pour ne parler que de l'économie... On peut dire aussi, on peut inventer par exemple 3000 néo-nazis à Roscoff. Non mais restons dans le sujet. Et restons dans le sujet parce que bon. Et donc, vous avez cette guerre économique. Et deuxième situation, c'est que vous avez les systèmes de commandement des entreprises. Quand vous avez 12 entreprises et qu'il n'en reste plus qu'une, vous avez le système de commandement qui est dégonflé. Donc au bout du compte, vous avez des dizaines de milliers de personnes déplacées et vous avez des cadres qui perdent leur travail. Ça, c'est un fait absolu. Donc, quand vous avez le président de la République et d'autres qui disent que l'Europe va créer des emplois, si vous voulez, c'est évidemment un mensonge politique. C'est ce que Platon appelait le noble mensonge. Platon distinguait le mensonge du commun et le mensonge. Bon. Le mensonge, le noble, celui, effectivement, du philosophe ou de celui qui prétend diriger la cité. Alors, juste pour terminer sur le point que j'ai abordé, la première phase de la guerre, eh bien, donc, les personnes qui sont touchées de plein fouet par la crise le savent. Et dans un premier temps, les tenants du oui avaient décidé de se taire pour des raisons que tout le monde sait ou peut imaginer, c'est-à-dire c'est le rejet du pouvoir en place, et donc l'intoxication qui consistait à utiliser la méthode Coué pour faire croire que, comme l'a dit Pierre Bérégovoy lorsqu'il a fait son discours de politique générale, et qu'il a dit à la fois que les fléaux de la France, c'était le chômage, c'était l'insécurité, c'était la corruption, il a en même temps fait l'apologie de l'Europe. Or, il est évident, et maintenant tout le monde commence à le sentir, les poubelles allemandes étant venues à la rescousse, si vous voulez, et il y a un côté burlesque dans cet appel aux frontières pour arrêter des poubelles, sur lesquelles je n'insisterai pas, que tout le monde a suivi, mais on sait que l'Europe, c'est plus de chômage. C'est mécanique, hein, ce n'est pas une opinion. Il y a eu une très bonne émission sur la 3 récemment avec 8 millions de chômeurs dans quelques années. Donc c'est le secret de Polichinelle de tous les professionnels. Hein. Ils savent que actuellement la politique consiste à détruire des emplois et le franc fort y contribue. Ça c'est un autre aspect auquel vous me ferez penser tout à l'heure. Et j'écoutais un patron récemment d'une grande entreprise me dire notre situation paradoxale, c'est que notre mission c'est de détruire notre emploi. Alors qu'on ne nous dise pas qu'on ne le sait pas. Bon. Et plus l'insécurité, il est évident que c'est comme la peau, si vous voulez, une frontière préserve une valeur, elle a un effet
elle arrête, mais elle arrête quelque chose, c'est comme la peau. Donc on sait très bien, et tous les événements liés à la mafia l'ont montré, et d'ailleurs, Helmut Kohl l'a dit. Parce que le côté sadique, si vous voulez, qui a été très bien décrit par Sade, c'est pour qu'il y ait du sadisme, il faut qu'il y ait la vertu. Donc le sadique tient absolument à ce qu'on préserve la vertu. Bon. Et le côté tout à fait paradoxal, c'est que l'homme qui a tenu le discours le plus populiste contre Bruxelles, d'une certaine manière, je ne sais pas si vous le suivrez, mais on peut dire que c'est Mitterrand. J'en donne les pages dans mon livre. L'homme qui parle le mieux de la bureaucratie pour la condamner de Bruxelles, c'est Helmut Kohl. Et celui qui dit le mieux que finalement la mafia va prospérer en Europe, c'est Helmut Kohl. Donc, dans la bataille des faits, et je ne parle pas de la corruption, parce qu'il est évident que plus un système est abstrait, et l'abstraction est au cœur de ce livre, plus on est loin des réalités, plus on est tenté de tricher, plus on a besoin d'appui dans la réalité, et plus la corruption se développe. Bon, ça c'est les vieilles idées, peut-être totalement rousseauistes ou de la démocratie à la base, mais c'est que plus on a un système qui permet au personnel de ne pas être touché par la conséquence de leurs actes, plus il y a de corruption. Donc l'Europe, c'est tout à fait plus de chômage, plus finalement de corruption et d'insécurité. Et lorsque Pierre Bérégovoy le dit, il le sait, Pierre Bérégovoy. Bon. Donc là, on est au cœur d'une figure politique qui est totalement importante, qu'il faut totalement intérioriser et comprendre, c'est que nous ne sommes pas dans une situation où c'est un peu plus ou un peu moins. Nous sommes en face de personnes qui disent exactement l'inverse de ce qu'elles pensent en supposant que finalement la victime ne va pas être capable finalement de supposer cette chose-là, parce qu'on tombe sur un problème affectif. Bon. Et donc la première phase a échoué, d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on espérait que par le silence, par divers procédés mécaniques, eh bien on arriverait à gagner la bataille des faits. Maintenant elle est perdue. C'est-à-dire que maintenant il faut François Mitterrand et son équipe sont en train de revenir à la deuxième phase, pour laquelle j'ai écrit ce livre, justement. Parce que la première phase, j'ai commencé ce livre à dessein en citant une phrase de Rousseau. Commençons par écarter les faits, car ils ne touchent pas à la question. Bon. Et si vous voulez, c'est un vieux réflexe d'un certain nombre de personnes qui se considèrent comme réalistes, c'est de dire que ce sont les faits qui sont importants. Les faits ne sont pas importants. Enfin, ils sont à la fois tout à fait indispensables et tout primordiaux, mais les faits ne comptent pas parce que le même fait est vu de deux manières opposées par des personnes en fonction de ce qui se passe dans une petite glande qui est au sommet du corps qui s'appelle le cerveau. Et c'est pour ça que c'est totalement important de se battre sur des schémas de pensée, ce qui commence à être fait, de d'éclairer la totalité et de ne pas penser qu'on pourra faire l'économie d'une bataille morale simplement en disant les faits parlent. Il n'y a rien qui me choque plus qu'un article qui se termine « Les faits parlent d'eux-mêmes ». Là, le lecteur reste perplexe. Et donc, c'est la deuxième phase dont nous parlerons, mais la première, c'était les faits. Et la deuxième, c'est le retour à la magie du verbe. Serge, toi qui n'es pas mathématicien, j'ai l'impression que tu as été subjugué par ces démonstrations implacables d'Arnaud Upinski. C'est-à-dire que j'ai reçu le livre d'Arnaud Upinski juste avant de partir, donc j'ai lu dans le train, et j'ai compris tout de suite, dès l'avertissement, que ce livre était en quelque sorte, comme je l'ai dit tout à l'heure, un codicille ou un supplément à la parole et à la tête coupée. C'est ce qui fait l'importance, encore une fois, de ce livre. Parce que La parole et la tête coupée, je l'ai dit, c'est un livre d'une importance absolument capitale, je ne suis pas le seul à le dire. Il y a de plus en plus de gens qui le pensent. C'est un livre absolument déterminant pour la pensée contemporaine, pour la façon d'aborder non seulement la vie politique, mais la communication dans le domaine politique, dans le domaine esthétique, dans le domaine philosophique, dans tous les domaines. Aujourd'hui, on ne peut pas lire un journal ou écouter un discours politique si on ne peut pas le faire d'une façon efficace et sérieuse si on n'a pas compris ce qu'Arnaud Upinski explique dans son livre La parole à tête coupée. Et là, il applique ce système démonstratif à la question de Maastricht. Mais il rappelle, et c'est pour ça que je voulais intervenir, parce qu'il rappelle dès le départ quelque chose qui est fondamental. Et si on n'a pas compris cette chose fondamentale, on comprendra rien au reste. C'est la différence entre le réaliste et le nominaliste, qui commande tout le débat sur Maastricht, tout le débat politique en général. Et alors il le fait d'une façon encore, parce que c'est en 3 lignes,
encore plus lumineuse que tout ce que j'ai lu dans La tête coupée. Voilà ce qu'il écrit. Écoutez bien, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand vous avez, enfin pour moi, quand j'ai compris ça, j'ai compris tout le reste. Le réaliste croit qu'il faut tuer l'ours pour pouvoir vendre sa peau, pour gagner de l'argent. Il veut faire pour pouvoir dire. À l'inverse, le nominaliste pense à quoi bon tuer l'ours si on n'a pas vendu sa peau. Et tout le débat est là-dedans. Et tout le débat européen est là-dedans. Pourquoi tuer l'ours si on n'a pas vendu sa peau? Et disent les nominalistes. Et effectivement, c'est une position qui est au fond parfaitement défendable. On pourrait dire ça sert absolument à rien de s'embêter à cultiver la terre si on n'a pas un client pour acheter les betteraves. Mais le réaliste, lui, dit je vais commencer par avoir des betteraves et ensuite je les vendrai. Et c'est là que définitivement le nominaliste est le vainqueur et que le réaliste est, passez-moi l'expression, le cocu, parce que le réaliste, il a ses betteraves, il est assis sur son morceau de betterave, il n'a pas de clients, et le nominaliste, lui, il a des clients, et il n'a même plus besoin d'aller cultiver des betteraves, puisqu'elles ont été cultivées par le réaliste. Donc il n'a qu'à aller les acheter à bas prix au réaliste qui n'a pas de clients, pour les vendre à haut prix au client qui n'a pas de betteraves. Tout le problème européen, enfin tout le problème de Maastricht est résumé dans cette simple phrase qui tient en 3 lignes. Et le bouquin, après, coule absolument de sources, et ça devient lumineux. Et il y a notamment une démonstration, dès les premières pages, dès la page 15, de la félonie de Mitterrand. Alors je ne vais pas parler à la place d'Arnaud-Henri Pinsky, mais c'est une... Non, mais c'est intéressant de savoir quand même. Bon, alors c'est extrêmement simple. La démonstration est la suivante, c'est la Constitution, enfin les fondements actuels du régime en France, c'est le peuple souverain. Ok ? Et Arnaud-Henri Pinsky dit, comment appellerait-on un suzerain qui passerait un accord international diplomatique remettant en question les fondements du pouvoir de son souverain sans en référer à son souverain. On l'appellerait un félon. Or, donc Mitterrand étant président de la République et le peuple étant souverain, Mitterrand est le sujet du peuple souverain. Et il passe un accord international sans en référer au peuple souverain, il est donc en état de félonie. Et la félonie, c'est la traîtrise à l'égard de son souverain. Par conséquent, il ne faut pas inverser les choses, c'est-à-dire quand le pouvoir nous dit si vous refusez de signer Maastricht, en quelque sorte, vous vous conduisez en félon vis-à-vis de l'Europe, la vérité est exactement inverse. C'est ceux qui ont pris la décision de signer ce pacte ou ce traité sans avoir l'aval du peuple qui sont des félons. Et là encore, ce qui est merveilleux, enfin ce qui est merveilleux, c'est pas le mot, ce qui est stupéfiant dans ce livre, c'est que les évidences s'égrènent avec une force rarement atteinte, et elles sont d'une simplicité telle que c'est toujours ce qui se passe d'ailleurs quand on lit un bouquin du Pinsky, c'était la même chose avec La parole coupée. À chaque page on se dit mais bon sang, mais c'est tellement évident, mais pourquoi j'ai pas pensé à ça plus tôt? Et là, ça dure quand même pendant 200 pages. Pendant 200 pages, à chaque instant, on se dit merde, j'aurais dû y penser. Enfin, c'est incroyable, je réfléchis à cette question depuis des mois et j'avais pas pensé à ça. J'avais pas vu la chose de cette façon-là. Et je vous dis, l'exemple de Mitterrand félon par rapport au peuple souverain, c'est extraordinaire. Parce que ça dénonce absolument toute la politique du pouvoir actuel. Parce que pour abonder, je veux dire, pour aller dans ce sens, d'abord, la troisième phase de l'ours. Donc première phase, il ne faut pas tuer, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. La deuxième phase, c'est à quoi ça sert de le tuer si on ne l'a pas vendu. Et après on arrive à la corruption. Une fois qu'on l'a vendu, pourquoi le tuer? Et alors, sur la question de la félonie, ce qu'on n'a pas trop l'habitude de faire, parce qu'on est pris par le temps, par un certain nombre de difficultés, c'est de prendre l'explication grammaticale. Parce qu'actuellement, c'est toute la définition du peuple souverain. On joue, si vous voulez, on dit que le peuple est souverain et on fait comme s'il ne l'était pas. Alors, une fois que l'on fait marcher, si vous voulez, le discours de 1789, qui me semble parfaitement adapté à la situation actuelle, on en tire un certain nombre de conséquences extrêmement intéressantes. Et dans le processus de Maastricht.
Et ce qui est très intéressant, c'est que le 20 septembre, c'est l'avertissement que je lance. Je dis, si le peuple est vraiment souverain, qu'il le montre. Et la manière, le vote ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Bon, la seule manière de montrer qu'on existe, et on le fait quand on est jeune, en se posant, c'est de dire non, finalement, pour montrer qu'on existe. Et reprendre la main, si vous voulez. Bon. Et ce qui est très, très, très frappant, c'est que dans le mécanisme, on dit le peuple est souverain. Donc vous regardez le dictionnaire, le peuple est souverain. Bon, alors quel est le souverain, quel est le sujet? Comment le souverain doit-il se comporter avec le sujet? Alors on voit que le sujet c'est Mitterrand. Bon, les mandataires, il y a les mandataires et les mandants. Les mandataires, ce sont nos sujets, enfin les sujets du peuple souverain. Dans un mécanisme de souveraineté, qu'est-ce qui se passe? Les décisions ne sont pas prises avant qu'on ait réfère au souverain. Et dans le mécanisme de la ratification de Maastricht, on voit que d'abord le président signe, après le Conseil constitutionnel voit qu'il n'avait pas le droit de signer, ensuite vous avez, si vous voulez, la révision de la Constitution, etc. Et puis alors une fois que le poulet est complètement ficelé, etc., on l'apporte en tremblant devant le souverain en disant qu'il signe. Donc c'est un mécanisme totalement d'inversion. Si vous permettez, je voudrais, si tu permets, Paul, intervenir encore une fois, puis après je me tais. En page 20, je regardais Vladimir Volkov qui vient de nous rejoindre, et je le regardais en lisant cette phrase qui va vous donner un exemple de ce que Arnaud Aron-Ipowski arrive à dire en 5 lignes. La profondeur de certaines réflexions. Et je regardais Vladimir Volkov parce que je pense qu'il va mesurer. Voilà, je lis cette phrase. Les peuples de l'Ouest devraient bien se libérer un jour de la banque centrale à monnaie unique, comme les nations de l'Est se sont débarrassées hier du comité central à partie unique. Ça fait des années qu'on sait qu'il y a une espèce d'adéquation, non pas de nature profonde, parce que je sais que M. Volkov serait scandalisé si je disais ça. C'est vrai qu'il y a une nature profonde, diabolique, démoniaque dans le système soviétique, mais au moins dans le système d'apparence. Et dans la volonté de mettre en branle certains outils pour manipuler les peuples, il y a une identité entre ce qu'on pourrait appeler le capitalisme apatride, quel que soit le nom qu'on lui donne, enfin certains systèmes de contrôle économique qui sont effectivement les systèmes de banque centrale à monnaie unique et le système du comité central à partie unique. Et je trouve que d'avoir résumé la nécessité pour des peuples de se débarrasser de ces deux bestioles qui les écrasent de la même manière, ça résume parfaitement le travail qu'on a à faire sur Maastricht. Mais du reste, on voit quelques pages plus loin que M. Helsin, lui, ne se contente pas d'avoir résisté, il résiste aussi au Fonds monétaire international. Parce que, si vous voulez, il y a 3 questions à se poser, actuellement, enfin 3 questions notamment. La première question, finalement, quel est le véritable nom de l'Europe ? La deuxième question qui est à se poser, quelle est la nature de la construction européenne, notamment? Et la troisième question, c'est à quel moment de notre développement historique sommes-nous? Et dès que le mot Europe est un mot géographique. Donc avoir laissé prendre en otage un mot géographique à des fins partisanes et politiques, c'est déjà une chose tout à fait condamnable d'une part, et extrêmement dangereuse pour ceux qui l'acceptent. C'est un peu comme si vous dites à des hommes, nous allons voter, c'est très simple, moi je suis le parti de l'homme, hein, êtes-vous pour l'humanité? Alors, trouble dans la salle. Bon, aux femmes, êtes-vous pour la féminité? Trouble dans la salle. Bon, aux chevaux, êtes-vous pour la chevalinité? Bon. Donc simplement, avoir accepté d'utiliser ce mot, c'est déjà partir perdant. Pourquoi? Pour une raison sophistique. C'est-à-dire que les Européens sont nécessairement pour l'Europe. Bon. Maastricht, c'est l'Europe. Et donc les Français sont forcément pour l'Europe. Donc cette bataille a d'ailleurs été perdue, ça a été très bien analysé par Jean-Marie Colombani, qui est le spécialiste des affaires sensibles, lorsqu'il donne à ce qu'on peut appeler l'aristocratie, si vous voulez, ou les eurocrates, si on veut, les moyens de piéger le corbeau, eux étant le renard. Bon. En disant, premièrement, ce qu'il faut, c'est découpler la politique intérieure et la politique extérieure. Alors, dans la perspective du peuple souverain, c'est tout à fait ironique. C'est-à-dire, au moment où on veut détrôner le peuple, eh bien, ce que l'on fait pour déboulonner son trône, c'est une affaire de politique extérieure. Il est vrai que les boulons sont à l'extérieur du trône. Bon, c'est vrai, ça c'est important. Bon. Deuxièmement, il dit, il ne faut surtout pas permettre à ceux qui sont opposés au traité d'amener le débat, donc on est toujours dans la question du langage, sur des points qui sont contre nature pour le souverain qui a détrôné. Bon. Et le troisième découplage, il ne faut surtout pas, évidemment, que l'on associe
la question est celui qui pose la question, et j'allais dire, est celui qui récupérera le résultat de la question. Parce que on sait très bien qu'au cas où le oui l'emporterait, on sait qu'il y aura gagné. Ça, c'est certain. Bon. Et alors, on voit dans la stratégie de Mitterrand, qui était très étonnant, c'est qu'il y a beaucoup de livres qui sont sortis sur Mitterrand. Je ne parle pas des miens qui en parlent en général à l'introduction, mais la méthode de Mitterrand a été étudiée par personne. Bon, les pyramides, les cubes, les géodes, bon, maintenant, certaines personnes le savent, mais on ne se demande pas pourquoi ce ne sont pas des éléphants, des zébus ou autre chose. Bon, ça ne semble pas du tout frapper l'imagination. La méthode de Mitterrand, elle consiste effectivement, d'une manière systématique, à prendre les devants et à placer le terrain, au départ, dans la position qui lui est avantageuse. Bon. Quand il dit que ce n'est pas une affaire de politique intérieure, déjà, comment se fait-il que cette intelligentsia si féru de Freud et autres spécialistes du langage psychologique n'ait pas remarqué que, en disant presque textuellement que ceux qui n'auront pas été dans le camp du oui n'auront plus vocation pour être finalement dans la nomenclature impériale, c'est poser les questions en termes tout à fait de politique intérieure. Tout est de politique intérieure. Et d'ailleurs, comment finalement isoler l'intérieur et l'extérieur. Donc on retrouve la technique du diviser pour régner, ce qui est tout à fait caractéristique. Bon, et alors, quand même une chose qu'il faut voir, je suis en train de réétudier, je suis en train de faire un livre qui touche à toutes les questions soulevées par La Fontaine. Il y a des choses très intéressantes sur les fables de La Fontaine, mais vous savez que La Fontaine est un auteur qui était détesté par Rousseau et par Napoléon. C'est-à-dire que je ne mets pas quand même, je ne mets pas dans le même panier, je ne confonds pas Rousseau et Napoléon. Bon, mais quoique Napoléon lui-même avait tendance à c'est son fils spirituel. C'est ça, donc on ne peut pas confondre le fils et le père. Mais ce qui est caractéristique, c'est que finalement, les techniques clés de la sophistique sont dans La Fontaine. Par exemple, lorsque vous écoutiez Jacques Lang, parce que maintenant son sourire se fige un peu, si vous voulez. Bon, mais quand vous l'écoutiez encore récemment, que vous le lisiez, que disait-il? Finalement, il flattait. Il disait, des gens aussi intelligents que vous, un peuple aussi sage, aussi éclairé, ne peut que voter pour moi. Voter pour mon oui. Bon. Et il était exactement dans la situation du corbeau et du renard. Tout flatteur vit au dépens. Bon, alors effectivement, c'est plus tellement enseigné. Mais quel est le fromage? C'est la souveraineté. Mais qu'est-ce que la souveraineté? Parce qu'on parle d'identité, souveraineté, à force de répéter ça comme un slogan, j'allais dire comme certains parlaient à l'époque du prolétariat ou d'autres choses, on finit par oublier ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que la souveraineté? C'est très simple, c'est ce qui est au-dessus, c'est ce qui décide. C'est le pouvoir de décision, la souveraineté. Bon. Et le pouvoir de décision, actuellement, les chômeurs savent ce que c'est. C'est très simple, c'est que si vous avez un patron qui vous est favorable ou qui n'applique pas uniquement la politique de la monnaie ou du franc fort, vous allez pouvoir lui parler, peut-être l'émouvoir et peut-être travailler. Mais si vous avez affaire à quelqu'un finalement qui joue à tout autre jeu, vous n'aurez rien. Et un des grands problèmes qui se pose à la France actuellement, c'est que les centres de décision sont en train de quitter la France, répondent à d'autres logiques. Vous avez un personnel qui répond en haut au lieu de répondre en bas. Je pense en partie à notre classe politique, parce qu'une des questions qui se pose avec Maastricht, parce que Maastricht, c'est pas fini, si vous voulez. Ce qu'on fait actuellement, on met des œillères, on dit tout va se passer au vin, mais les choses vont continuer. Qu'est-ce qu'il y aura après Maastricht? On parle de construction européenne, mais une construction européenne, un ensemble fait toujours partie d'un autre ensemble. Il y a la construction mondiale. Il y a un débat à faire. Pourquoi y a-t-il que 3 points? Personne ne semble avoir vu qu'on est passé de Yalta à 2 points, à Maastricht, à 3 points. Bon, pourquoi? Et donc, ce qui est extrêmement important, c'est de bien suivre la logique qui est en train de se mettre en place, et cette logique est une logique impériale. C'est-à-dire que si on cherche quel est le mot qui convient à une construction, qui rajoute un étage, parce qu'on dit surtout, ne nous empêchez pas de rajouter un étage. C'est très bien, mais l'étage, il est sur quoi? Il pèse sur quoi? Eh bien, l'étage pèse sur les nations. Rajouter un étage sur les nations et déplacer la souveraineté, donc plusieurs, à l'étage supérieur, ça s'appelle un empire. C'est très simple, c'est un empire. Et alors, à ce moment-là, dès qu'on a compris qu'on ne parle pas de l'Europe, parce que cette Europe des 12, si on lui applique la technique des ensembles, parle de l'Europe. L'Europe, on s'aperçoit que d'abord l'Europe de l'Est n'y est pas. C'est une drôle d'Europe tout de même. Alors est-ce que c'est un vœu? Mais si c'est un vœu, on ne peut pas parler d'un vœu comme on parle d'une réalité. Bon, donc exit. Bon, la Turquie est quand même une puissance européenne. Et même si on écoute James Baker, et ça c'est très amusant parce que Jacques Delors, dans son livre, lorsqu'il parle de la construction européenne, il se réfère à James Baker. Bon, en 89, après la chute du mur de Berlin. Et James Baker dit une phrase
intéressante et assez inquiétante. Il dit les États-Unis sont et resteront une puissance européenne. Alors si c'est une puissance européenne, est-ce que c'est la 13e ou la 14e après la mafia? On s'aperçoit, en jouant au jeu de la théorie des ensembles de Mitterrand, que finalement l'Europe, qui est un singulier, eh bien, devient pluriel, devient évanescent. Donc on élimine l'Est. Ensuite, on a normalement les 12, mais 12 moins 1 égale 11. On continue à parler des 12. Il y a toujours 12 étoiles. Il n'y a pas un petit bandeau sur une étoile. Non, il y a toujours les 12. Bon. Ensuite, sur les 12, si on regarde le traité, si vous voulez, eh bien, on constate que les Anglais, qui sont les grands malins, si vous voulez, qui sont des gens qui savent eux ont négocier, gardé leur monnaie. et j'allais dire qu'ils négocient d'autant mieux qu'ils négocient dans leur langue. C'est beaucoup plus facile, si vous voulez. Eh bien, et eux, ils n'ont pas pris l'option sociale, et puis ils sont dans l'opting out. C'est-à-dire que chez nous, si vous voulez, on nous dit que c'est une obligation qu'on ne peut pas négocier, mais dans les 12 étoiles, il y en a une qui, elle, qui est dedans, dehors, on verra, on fera. Bon. Donc déjà, c'est une égalité étonnante, et on se rend compte, c'est l'histoire, si vous voulez, de la dernière roue du carrosse de la guerre d'Irak, que la France est à la traîne, et qu'on ne peut pas, au peuple souverain français, accorder les mêmes facilités qu'aux souverains anglais. Mais, donc les Anglais, c'est moins 1. Donc c'est plus 12, c'est plus 11, c'est 10. Mais les 10, on peut continuer au jeu, c'est que si on regarde les traités, et notamment l'UEO, mais l'UEO c'est l'Union de l'Organisation européenne, qui dépend elle-même de l'OTAN, donc qui dépend de son chef d'état-major, qui est américain, qui dépend de Washington, etc., etc., on constate qu'il n'y en a que 9. Donc est-ce qu'on parle de l'Europe, etc. Et puis si on parle de la CSCE, on tombe du côté des 50. Donc le mot c'est l'empire. Donc on crée un empire. Bon, dans cet empire, comment va-t-il fonctionner? Quel va être l'empereur? Et l'empereur, on s'emploie à nous dire que c'est personne. Et là on tombe sur la grande figure du mensonge d'Ulysse, qui ayant crevé l'œil du cyclope, avait pris soin, comme Mitterrand, et comme les aristocrates, de prévenir celui auquel il allait crever l'œil, j'allais dire l'œil du peuple souverain, en lui disant, lorsqu'il dit, mais quel est ton nom? Bien, si on te pose la question, tu diras que c'est personne. Ce qui fait que lorsqu'on lui a crevé l'œil, il se précipite vers SFR Cyclope, et là, il dit, on m'a crevé l'œil. Les autres disent, qui? Il dit c'est personne. Ouais. Alors en grec c'est ouden, personne, il n'y a pas le nœud devant, et ses frères cyclopes lui disent on ne peut rien contre les mots que Jupiter nous a envoyés. C'est ce qui risque d'arriver. Je vais te donner la parole tout de suite, Serge. Simplement j'aimerais savoir ce que Vladimir Volkov pense de tout ça. C'est exactement ce que je voulais poser comme question. Je souhaiterais, oui. Non, je veux dire pourquoi. Je souhaiterais d'abord savoir, vous êtes pour le oui ou pour le non? Pour moi la question n'a aucun sens. Je ne crois pas qu'on puisse être pour le oui ou pour le non, parce que je ne crois pas au suffrage universel, je ne crois pas à la souveraineté du peuple. Non, bon alors donc là déjà c'est clair. Donc pour moi la question n'a aucun sens. Une chose qui m'a beaucoup intéressé dans ce que vous disiez, monsieur, outre tout le reste qui m'a intéressé aussi bien sûr, c'est la remarque que vous faisiez sur l'Europe, qui m'a toujours paru une espèce de malentendu. Je n'ai jamais compris ce que c'était que l'Europe non plus. L'Europe, c'est une espèce de petite presqu'île au bout d'un gigantesque continent. Quand on me dit l'Eurasie, je sais ce que c'est. Quand on me dit l'Europe, je ne sais pas. Bien sûr, la formule la plus, je vais essayer de trouver un mot poli, la plus surprenante qui ait jamais été utilisée, c'est l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Étant donné que l'Oural coupe un pays en deux, on ne voit pas très bien ce que ça signifie. Alors, la Russie fait-elle partie de l'Europe ou n'en fait-elle pas partie? Si elle en fait partie, étant donné que la Sibérie est peuplée essentiellement de Russes, donc la Sibérie fait partie de l'Europe. Si la Russie n'en fait pas partie, alors c'est une Europe extrêmement bancale. Donc dès que les gens disent Europe, je cesse de comprendre. C'est pour ça, excusez-moi, qu'il faut revenir tout simplement au dictionnaire. L'Europe, c'est un espace géographique. C'est comme la cuisine. Oui, mais jusqu'où va-t-il? Qu'il y a un cochon dans la cuisine, ou alors un clown, c'est toujours la cuisine. C'est-à-dire que l'Europe, c'est une surface géographique. Mais oui, mais jusqu'où va-t-elle cette surface géographique? Justement, ça n'est pas clair. Ben, elle va jusqu'à l'Oural. C'est pas parce qu'il y a une puissance politique, culturelle, alors c'est intéressant de partir dans un débat. Mais alors si on part dans un débat, non, faut pas laisser faire. Vous parlez chacun votre tour, parce que ça pose un problème pour l'audition ensuite. Allez-y, je vous en prie. Je ne vois pas du tout comment on peut avoir une entité géographique qui ne corresponde pas à une nation. Je vois pas comment une entité géographique pourrait couper une nation en deux. On a essayé avec l'Algérie, ça n'a pas marché. Je crois que s'il n'y a pas d'espace, c'est une seule nation. S'il y a un espace, c'est que ce sont deux nations différentes. Bon, l'Oural, c'est une frontière naturelle qui n'est pas infranchissable. On peut la considérer comme une frontière, on ne peut pas la considérer comme une frontière. Mais la notion d'Europe a été créée avant que la Russie ne conquiert la Sibérie. Une fois que la Sibérie est devenue partie absolument intégrante, je ne dis même pas de l'Empire russe, mais de la Russie, de la République de Russie. C'est une des parties, je ne parle pas des républiques musulmanes, mais enfin Vladivostok, Khabarovsk, c'est l'extrême bout, c'est tout ça, c'est la Russie.
Une fois de plus, la notion même géographique d'Europe m'échappe totalement. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous savez quelle est la proportion de la surface du globe Oui, un sur laquelle, non pas de l'eau, sur laquelle s'exerce la souveraineté française et qui se trouve en Europe, à peu près? Non, je ne vais pas moi. Oui. Eh bien, vous avez 97,5% de la surface du globe sur laquelle s'exerce la souveraineté française qui n'est pas en Europe. Donc on retombe sur le problème de la Russie. Non, je ne comprends pas. Je suis désolé, j'ai pas compris. Si, c'est-à-dire que par exemple, les colonies, les départements d'outre-mer, Oui. Et qu'on compte pour les départements et territoires d'outre-mer, si j'ai bien compris, que l'on compte en surface pour la France, ne sont pas en Europe. Vous avez 50 la Guyane, la Nouvelle-Calédonie, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Oui, jusqu'à quand, c'est vrai. Jusqu'à quand? Non, mais Vladimir, moi je comprends bien, dans quelle direction, je crois comprendre dans quelle direction va Arnaud Errand-Lupinski. Parce que c'est vrai que quand vous dites l'Europe ne peut pas s'arrêter à l'Oural parce que le peuple russe, lui, ne s'est pas arrêté à l'Oural et qu'il est allé jusqu'au fin fond de la Sibérie, eh bien, si on prend ce préalable, l'Europe ne s'arrête pas plus au Finistère parce que le peuple français, lui, est allé jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Et par conséquent, à partir de ce moment-là, il n'y a plus aucune limite. Non, je suis désolé. Je ne crois pas du tout que ça marche. Donc, vous ne pensez pas que sous la pression des événements, peut-être pas dans quelques années, mais dans un siècle, 2 siècles, vous ne pensez pas qu'il y ait une construction européenne qui puisse se faire comme s'est faite la construction de la France à partir de familles, de villages, de provinces Une construction eurasienne, oui. Eurasienne, mais il faudra bien inclure la Sibérie. Il n'y aura pas moyen de couper la Russie en deux. Non, mais ça, on ne voulait pas s'en débarrasser. Je vous le dis tout de suite. Non, si, voilà, on s'en débarrasse totalement. Et on considère que la Russie fait un bloc, fait un empire, qu'elle est eurasienne et qu'elle ne fait pas partie de l'Europe. Que l'Europe s'arrête au Yémen. Si l'Europe s'arrête au Yémen, je comprends ce qu'on veut dire quand on dit Europe. Si on dit que l'Europe s'arrête à l'Oural, je ne comprends plus ce qu'on veut dire quand on dit Europe. Non, parce que, excusez-moi, mais vous confondez le sens géographique, le sens religieux, le sens politique, etc. Je vais vous poser une question. Le problème des mots, c'est que si on n'utilise pas les mots pour leur usage, pour ce qu'ils ont été faits, eh bien, finalement, on ne peut plus parler. C'est ce qui va se passer. On parle de construction, par exemple. Le mot construction est un mot abstrait. Bon. La construction, il faut la nommer, la construction. Est-ce que c'est une isba? Est-ce que c'est un château? C'est un mot fourre-tout qui ne veut rien dire. Bon. Pourquoi faire une construction politique eurasienne? Quelle est la finalité? Bon. Et qu'est-ce que cette construction? Cette construction, quand vous avez les nations, on sait à peu près ce que c'est qu'une nation. On sait à peu près ce que c'est qu'une nation. On peut discuter, mais on sait à peu près. Nascor, naissance, c'est une langue, etc. Mais dès que vous voulez obliger des nations différentes, obliger ou les séduire à fonctionner ensemble, ça s'appelle un empire. C'est l'empire d'Autriche-Hongrie, finalement. Bon, il y avait l'empire russe, il y avait l'empire colonial. C'est quand vous avez des nations distinctes, des corps différents, avec des têtes différentes, vous mettez une tête au-dessus. Et on sait que tous les empires fonctionnent par la contrainte. Non, pas nécessairement. Pas du tout. Le principe, oui, l'enthousiasme se fatigue, mais le grand principe, disons, le grand principe des empires, c'est forcément une contrainte, même l'Autriche-Hongrie, qui était un empire relativement modéré, il y avait quand même des éperons, quand même assez solides. Et la Russie donc, songez à tous les pays qui ont demandé la protection de la Russie, songez qu'une nation comme la Géorgie, qui est une nation bien plus ancienne que la Russie, a demandé à entrer dans l'empire. Donc d'une part, je ne suis pas d'accord avec votre principe de la contrainte. S'il est absolu, il est fréquent, je ne dis pas le contraire, mais il n'est pas absolu. Et d'autre part, alors je me permets de répondre à ce que vous disiez tout à l'heure, nous parlions d'un mot concret qui est Europe. C'est un mot concret. Alors, vous le faites dévier sur un mot abstrait qui est construction. Nous parlions de choses concrètes. J'aimerais bien que ce mot concret Europe, quelqu'un m'explique ce que ça désigne. Et je pense que c'est un mot qui désignait quelque chose avant la conquête de la Sibérie. Ça signifiait quelque chose jusqu'à la fin du XVIe siècle. Et à mon avis, c'est un mot qui ne signifie plus rien. Il faut le redéfinir. Si on dit l'Europe, ce sont les 12, les 13, les 11, les 9, les 6, je veux bien tout ce qu'on veut. Mais il faut une définition. Excusez-moi, ce qui est important dans la conversation, c'est d'écouter ce que la personne dit. Je vous écoute depuis longtemps, monsieur. Je suis en train de dire, me référant au dictionnaire, et on va passer à notre sujet, peut-être, que le mot Europe est un mot géographique. Je n'ai pas fait passer le mot Europe au mot construction, je vous ai demandé
c'était une question que je vous adressais. Qu'est-ce que c'est que la construction dont vous parlez? Donc c'était ça que je voulais dire simplement. Moi, ce que je trouve particulièrement intéressant dans ce débat, qui est un peu rude, c'est que Tu en as pour ça. ils sont en Tu en as pas présence. souvent des comme ça. Hein. Non, non. Il faut que je sois pas là pour que ça arrive. Ils sont en présence de spécialistes du langage, parce que chacun avec son outil, chacun avec sa complexion intellectuelle, et on s'aperçoit, parce que Vladimir Volkov a travaillé sur les questions du langage, du décryptage, du sens caché des mots, du décodage, enfin, etc., pendant des années, et toute son œuvre est complètement imprégnée de cette technique. En grande partie cryptée. Et en grande partie cryptée. Et Arnaud Arouipinski est lui aussi un spécialiste de ce décryptage, enfin d'une autre forme peut-être de décryptage. Et on s'aperçoit que ils font fonctionner leurs intelligences qui sont grandes, sur le même sujet et dans des directions radicalement différentes, et qu'ils arrivent à des conclusions qui sont radicalement différentes, même sur le fond du problème, ce qui est quand même essentiel. C'est-à-dire que quand on dit à Upinski oui ou non, est-ce qu'il faut voter Maastricht, il dit non, et il développe les raisons pour lesquelles il ne faut pas voter Maastricht. Et quand on pose la question à Volkov, il dit moi je comprends pas votre question, elle n'a pas de sens. Déjà au départ, c'est quand même extraordinaire de ne pas arriver à se mettre d'accord sur un sujet de débat. Et alors après, naturellement, quand on essaye de conduire le débat, ça part dans tous les sens. Ça pose quelques problèmes. S'il y avait un dictionnaire, ça nous aiderait. Mais on peut peut-être passer à la deuxième Non, phase. attendez, je voudrais, Finalement, si vous le permettez, un petit instant. Merci. Il y a des, Oui, des lettres il y a quelqu'un qui d'auditeurs. dirige quand même un petit peu. Hein. Voilà. Alors, puisqu'on en était au sens des mots, je donne un peu la parole aux auditeurs qui y ont droit aussi, les malheureux, surtout quand ils nous écoutent. S'il vous plaît, ne dites pas Maastricht. Il faut dire, alors je ne sais pas, alors je me tourne là. Alors devant la première, devant on a une personne, la première orchidée de la en est, soirée, qui est Jeanne Smith, qui est hollandaise et qui connaît Maastricht. Parce que Comme nous ça, on vous dira allez dire- Maastricht, hein, on va pas faire de ces coquetteries de gens, ça ne change rien, Maastricht. Elle va nous dire la vraie prononciation, et il n'y a pas un Français, Alors- sinon ceux qui causent le bourg, l'africanaire ou le batave, qui sont capables de le prononcer comme elle. Alors, Alors, Jeanne, vas-y. auditeurs, écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles, enregistrez, car vous allez avoir l'exacte prononciation. Vous allez avoir l'exacte prononciation, mais de Maastricht, tel qu'on dit Maastricht à Maastricht, parce que au nord des Pays-Bas, la prononciation est beaucoup plus gutturale. Et moi, je ne sais pas la faire. Maastricht, pour un Français, c'est imprononçable déjà. Oui, Moi, je ne s'en sais était pas le aperçu. prononcer à la hollandaise, c'est-à-dire à la manière protestante, je le prononce à la manière catholique. Ah, parce qu'il y a une différence entre la bien prononciation. sûr, bien sûr. On apprend des choses extraordinaires. Mais alors, ce que je sais, en revanche, c'est qu'on écrit aujourd'hui, bon, allez, je passe dessus, avec deux A, Oui. et je crois qu'au XVIIe siècle, on l'écrivait avec A et E. En effet, et c'est l'ancienne orthographe flamande. Le flamand est une langue qui est restée beaucoup plus pure dans l'orthographe et étymologiquement que le néerlandais. Le néerlandais a réformé son orthographe plusieurs fois, et notamment au début du siècle. Et maintenant, tous les sons longs, le A long, s'écrit avec deux A. Il y a Mais eu c'est une un convention. tréma même à une époque, non? C'est possible. En Sur France, le A. dans l'orthographe française en tout cas. Bon, alors on va essayer de faire quelque chose à chaque fois. Ça qu'il y aura- fait avancer un peu le schmilblick, Voilà. mais enfin, c'est tout. Ouais. Non mais c'est bien. Non mais c'est pas mal comme ça. On nous demande genre ça je redonnerai à la fin les coordonnées de tous les livres. Hein, je les redonnerai à la fin. Arnaud Upinski, est-ce que vous pourriez nous faire un petit historique de l'eurocratie, c'est-à-dire on sait que tout commence après la guerre. Après la Seconde Guerre mondiale, et là il y a quand même de très nombreuses volontés de la part de gens comme Jean Monnet, puis d'autres, d'imposer ce que veut imposer aujourd'hui le traité de Maastricht. Et en définitive, le traité de Maastricht n'est pas une vue qui vient d'apparaître comme ça sur le marché de l'Europe. Ça fait déjà très longtemps qu'on y pense, ça fait déjà très longtemps que les eurocrates et les fédéralistes essayent d'imposer une telle chose, et jusqu'ici, heureusement, ils n'y avaient pas réussi. Alors, si vous voulez, c'est toujours la même manière, le même problème. C'est-à-dire que, est-ce qu'il faut expliquer le haut par le bas ou le bas par le haut? En fait, dans la situation actuelle, il faut comprendre, et je vais répondre à votre question, donc dans la véritable nature de la construction, c'est qu'on met le pouvoir en haut, et là je parle nominalement, alors qu'on disait qu'il était en bas. Bon, et le peuple, effectivement, suivant le sens qu'on donne au peuple, est-ce que c'est une nation, est-ce que c'est l'ensemble de la nation dans sa constitution? Eh bien, le peuple,
on en déduira que le peuple était souverain uniquement de nom, et qu'en fait, la véritable souveraineté était utilisée par un petit nombre de personnes où on pense qu'il était souverain. Or, dans les textes, dans la Constitution, il est bien écrit que le principe de la souveraineté est dans la nation, c'est-à-dire dans le peuple en bas. Si l'on fait l'Empire, et c'est ce que nous constatons tous les jours lorsque Jacques Delors nous dit que 80% de la législation économique va venir de Bruxelles. Cela veut dire que sans contrôle démocratique, c'est ce qu'on appelle le déficit démocratique, un certain nombre de personnes, que j'appelle aristocratie pour des raisons que j'explique dans mon livre, et finalement ont pris en otage la souveraineté. Et ça, ce passage de la souveraineté de bas en haut est une révolution qui correspond au passage qui avait été fait au moment de la Révolution française, en mettant, en tout cas nominalement dans les textes, la souveraineté qui était en haut, on l'avait mise en bas. Donc c'est la révolution appliquée à elle-même. Et lorsque l'on joue, et ce n'est pas uniquement un jeu, à établir le parallèle entre la Révolution française et ce que j'appelle la Révolution européenne de 1989, on arrive non seulement à des coïncidences troublantes, mais en plus à la question de la méthode qui est utilisée. On peut comparer par exemple, dans la chronologie, le réveil des nationalités à la fronde des provinces en 89, pour retrouver leur liberté. On peut comparer le débat qui est actuellement entre les pro-européens et les eurosceptiques, les optimistes et les pessimistes de 89. Il y avait un débat à l'époque, et dans le débat pour le vote du traité, eh bien, la question de savoir si on est optimiste ou pessimiste est importante. Bon. La question financière a été très importante à l'époque de la Révolution, notamment avec l'assignat, et la question de l'écu est primordiale puisque on nous dit que l'écu sera indépendant des pouvoirs politiques. Ce qui veut dire que la monnaie sera au-dessus du politique, ce qui veut dire que du point de vue de la structure du pouvoir, on a une pyramide avec en haut la monnaie, au-dessous l'économie, au-dessous encore la politique, et j'allais dire au-dessous encore les fausses factures. Bon, qui explique la dépendance des politiques. Bon. La prise de la Bastille, c'est psychologiquement comme l'écroulement du mur de Berlin, qui donne le branle au mouvement. Bon. On a le montage des massacres de Timișoara correspond finalement à l'appel à la Saint-Barthélemy des Patriotes de Camille Desmoulins. On a le Parlement qui se nomme, qui vote son budget, qui choisit son lieu de réunion comme l'Assemblée nationale à l'époque. Le moment décisif finalement de Maastricht, c'est celui de la Constitution européenne, comme le moment décisif de la Révolution française, puis celui de l'Assemblée constituante. Les députés de chaque nation sont regroupés à une assemblée, comme les députés des trois ordres ont été réunis en une seule Assemblée nationale. Le Français du Verger se fait élire sur une liste italienne, comme le noble Mirabeau s'est fait élire sur une liste du tiers-État. Le vote des étrangers et la suppression des privilèges nationaux, donc pour l'espace social européen, c'est le vote universel avec la suppression des privilèges des provinces. On fait tomber les barrières au nom du laissez-passer, etc. La question du veto de la France, avec, si vous voulez, finalement le compromis de Luxembourg, correspond à la question du vote de Louis XVI. Donc la grande question qui est derrière tout ça, c'est finalement qui tient le pouvoir, de quelle source va descendre le pouvoir, et donc tout ce qui va avec le pouvoir, les décisions, les privilèges, etc., etc. Donc ces exemples, qui ne sont pas fortuits, si vous voulez, qu'on pourrait poursuivre, et qui donnent peut-être une idée de la suite des opérations, de est-ce que l'Europe c'est la paix ou est-ce que l'Europe c'est la guerre. Je vous rappelle que les premières décisions des révolutionnaires, c'est de voter la paix au monde. Et là nous sommes dans une figure d'inversion, c'est-à-dire que les Romains disaient « Si vis pacem parabellum », si tu veux la paix, tu prépares la guerre, mais si tu prépares la paix, est-ce que tu ne vas pas avoir la guerre? Et on peut dire en résumé qu'en 1992, l'Europe, c'est-à-dire l'Empire, est au peuple français souverain, ce qu'en 1792, le peuple français était au souverain Louis XVI. Du point de vue du langage, quand on regarde les textes, le fonctionnement du pouvoir, donc c'est une révolution. Et la révolution, c'est extrêmement grave. La dernière chose qu'il faut dire, donc après avoir compris que nous ne sommes pas nés tout nus. Bon, il y a eu la révolution américaine, il y a eu la révolution française, avant il y avait eu la révolution anglaise. Et donc nous sommes en présence de la grande question du pouvoir. Qu'est-ce que le pouvoir? Comment est-ce qu'il fonctionne? Et pour ça, il faut comprendre aussi quelle est la question du mal, finalement. Donc vous avez toutes ces questions qui sont connexes, et en schématisant, pour répondre, on peut dire que les États-Unis ont été une construction artificielle. Là, j'emploie le terme de construction, parce que dans l'idée de construction, il y a artificiel. Et l'artificiel, c'est le contraire de la nature. Et la construction artificielle des États-Unis a été faite contre
la construction naturelle, entre guillemets, européenne. C'est-à-dire que le modèle américain, qui est un modèle destructeur, et là on retombe sur la question du mot, quand on dit les Américains au sujet des habitants des États-Unis, est-ce qu'on parle des Américains qui sont dans la grande plaine sous terre, c'est-à-dire les Indiens, ou est-ce qu'on parle de ceux qui ont remplacé? Donc, Amérique, mot géographique, usurpation politique. Bon. Et donc, les États-Unis ont une création tout à fait artificielle, à partir des étoiles. Les étoiles, c'est la théorie des ensembles, indifférenciés, sans nature. C'est le numéro. Non, mais les étoiles. Oui, bon. non, Étoile, je vous rappelle, qui est le pentagramme pythagoricien, qu'on le retrouve dans tous les drapeaux qui dominent actuellement. Le drapeau soviétique avait l'étoile. Mais si c'était une fleur de lys, tout le monde dirait qu'il y a un rapport avec la France. Mais donc, c'est le pentagramme pythagoricien qui est le pentagramme du pouvoir, si vous voulez. Et je termine sur cette question européenne. Donc, ce modèle, qui est la contre-Europe, maintenant revient en boomerang sur l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe est en train de copier, de singer son inverse. Et ça, c'est, si vous voulez, un risque de guerre au sens large, et peut-être au sens précis, terrible. C'est-à-dire, singer son inverse, c'est rentrer dans une logique d'affrontement et de violence. Et le drapeau européen, entre guillemets, c'est-à-dire le drapeau impérial, fonctionne comme le drapeau américain. C'est quelques étoiles de plus. Et quand on regarde dans les traités, parce qu'on dit qu'il faut étudier le traité de Maastricht, bon, et là, je vais prononcer non pas à la nôtre, j'allais dire, eh bien, il faut non seulement étudier le traité de Maastricht, mais il faut étudier le traité, évidemment, de l'OTAN, il faut traiter le traité de Washington, bon, et puis il faut regarder le traité de Rome. C'est-à-dire qu'on tombe dans un piège juridique, et qui fonctionne, par exemple, de la manière suivante. Bon, parce que ce qui est important en termes politiques, c'est de savoir qui dirige, quel est le patron. Le reste est tout à fait secondaire. Et par exemple, dans le traité de Maastricht, il est dit évidemment que la politique commune devra s'aligner, devra être en accord avec la politique de défense. C'est le b.a.-ba. On imagine mal une politique qui ne tient pas compte du point de vue de la défense. À ce moment-là, il faut regarder quelle est cette politique de défense, qui l'a fait. Donc il faut regarder l'UEO, comment fonctionne l'UEO, l'Union de l'Europe occidentale. Et on constate que l'Union de l'Europe occidentale dépend totalement de l'OTAN. Mais De Gaulle avait retiré la France du commandement intégré de l'OTAN. Donc les plans de l'OTAN, c'est-à-dire du commandement, la France n'y participe pas. C'est-à-dire qu'elle sort de la salle quand on fait les plans. Mais le piège de Maastricht notamment, c'est que la politique commune devra être alignée, pour simplifier, sur la politique de défense. Cette politique de défense, elle ne participe pas et elle dépend de l'OTAN, dont le chef d'état-major est toujours américain et qui dépend donc de Washington. Donc on s'aperçoit, je termine, que cet empire que nous faisons, et je donne abondamment des exemples, c'est pas un empire européen, c'est un empire atlantique. Arnaud Lubelski, merci beaucoup. On reprendra un peu le sujet de l'Europe tout à l'heure, mais je sais que Vladimir Volkov ne peut pas rester trop longtemps avec nous, donc je vais lui passer la parole parce que vous venez d'aborder du reste le sujet du pouvoir et de l'empire. Et Alain Sanders, qui connaît mieux votre livre que moi, m'a dit en confidence que votre livre était un livre impérialiste. Ah, je suis certainement impérialiste. Et je suis impérialiste parce que je différencie justement la souveraineté et le pouvoir. On m'avait énormément surpris parce que vous m'avez dit que la souveraineté et le pouvoir c'est la même chose. Je me rappelle les deux excellents livres de Bertrand de Jouvenel que vous avez certainement lus. Il y en a un qui est consacré à la souveraineté et l'autre qui est consacré au pouvoir. Je ne comprends pas du tout cette confusion. La souveraineté me paraît une donnée spirituelle et le pouvoir me paraît une donnée pratiquement physique. Bon, c'est une chose, d'ailleurs, je suis désolé, je viens de vous contredire pour le plaisir, mais enfin, il se trouve que nous ne sommes pas d'accord. Je ne suis pas d'accord non plus du tout avec votre idée que les États-Unis sont une construction artificielle. Je ne veux absolument rien d'artificiel dans la construction des États-Unis. En quoi est-ce qu'artificiel ? Oui, je vous rends la parole, généreusement. L'artificiel, écoutez, je vais vous répondre par une chose très simple. Ceux qui ont fait de la philosophie, et je me permets de dire que je n'ai absolument pas confondu évidemment l'autorité et le pouvoir, savent qu'il faut distinguer... la souveraineté et le pouvoir. Vous avez dit la souveraineté, bon. Le pouvoir c'est la souveraineté c'est le pouvoir. Bon. Vous avez enregistré, donc on peut vérifier. Bon. Donc, on ne doit pas jouer sur les mots, on parle beaucoup de justement. Ceux qui ont fait de la philosophie savent que on distingue le violent et le naturel. Le grand tournant, c'est le XVIIe siècle. Or, l'artificiel a un rapport au violent, c'est-à-dire au rapport à la volonté. Or, ce qui montre très simplement que les États-Unis sont une création artificielle, c'est la destruction des peuples qui a précédé, des peuples qui précédaient pour bâtir... Mais alors tous les pays
Oui, c'est-à-dire que je crois que Alors, là, il y a une reprenons. confusion. Non, il y a une confusion sur les mots parce qu'on Mais ne peut pas dire que la construction des États-Unis soit une construction artificielle quand on songe à la guerre de sécession. C'est quand même une nation qui s'est faite dans le sang. Donc, Non, mais quand vous prenez l'importation de populations d'autres continents, c'est tout le problème de la démographie des États-Unis. Et quand vous pensez à la Constitution, et c'est pas le lieu d'en parler, de Jefferson & Co., vous constatez tout à fait que les États-Unis ont été faits morés géométricaux. C'est tout. Bon, je ne vois pas ce que vous voulez dire par moré géométrico, je suis désolé. Vladimir un peu de latin, mon temps, mais je comprends pas. C'est Vladimir une construction Volkov, géométrique. C'est une construction géométrique. Vladimir Volkov, Qui apparaît dans le drapeau, d'ailleurs. moi je souhaiterais que nous puissions parler de l'Empire russe avec Alain Sanders.